Madame, Monsieur, bienvenue à ces grands plateaux télévisés dédiés à l'Office national d'identification de la population. L'ONIP se pose désormais comme un acteur moral national de premier choix avec un champ d'action à large spectre. Mais qu'est-ce que l'ONIP? Comment est-il organisé? Quelles sont ses missions? Quels sont aussi ses effets? Autant de questions qui seront posées au professeur Adolphe Loumanou, directeur général de l'ONIP. Face à lui, des journalistes, représentants des organes de presse de la place, que vous allez découvrir progressivement au fur et à mesure de leurs questions. Très heureux de partager ces moments avec vous, consoeurs et confrères. Merci, professeur, d'avoir répondu à notre invitation. Pouvez-vous nous dire ce qui a milité en faveur de la création de l'Office d'identification, l'Office national d'identification de la population, alors même qu'il existe des services publics qui ont une mission analogue? Quelle est la particularité de l'ONIP? Pourquoi en faire une direction générale alors qu'il pouvait aussi être une simple direction dépendant de l'administration publique? Merci beaucoup. Je commence par saluer mesdames et messieurs de la presse et apprécier l'initiative que vous avez prise et aussi en profiter pour souligner l'importance de cette rencontre qui n'aura son sens que si nous comprenions ensemble que vous êtes appelés à nous accompagner, à accompagner l'ONIP dans la sensibilisation, dans la vulgarisation de ces missions de démocratie et de développement qu'il est appelé à remplir. Dans un contexte particulier de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui a milité en faveur de la création de l'ONIP? Je vous dirai, mesdames et messieurs, que l'Office national d'identification de la population est venu répondre à un besoin réel de la collectivité, de la communauté nationale et même de la communauté internationale. Ce besoin se résume dans les missions de l'ONU. C'est l'identification systématique de la population. La population, ce sont les nationaux se trouvant en République démocratique du Congo. La population, ce sont les Congolais qui se trouvent à l'étranger. Et la population, ce sont les étrangers qui vivent dans notre pays, sur notre territoire. Donc l'identification systématique qui s'est fait par le truchement des statistiques publiques. Et ces statistiques sont obtenues grâce à l'enregistrement des faits d'état civil. Voilà pourquoi, de l'identification, nous passons à la constitution et l'entretien du fichier général de la population. On constitue, on entretient, ça veut dire que chaque jour qui passe, nous devons enrichir ce fichier avec de nouveaux éléments. Et ces éléments sont les naissances, les décès, les mariages, les divorces, les annulations de mariage, les délocalisations, les déplacements quand vous changez d'adresse, et même l'adoption des enfants. Ce sont tous ces éléments qu'on appelle les faits d'état civil qui viennent entretenir une dynamique pérenne au niveau de l'entretien du fichier général de la population. Vous ne pouvez pas prétendre à l'émergence. Vous ne pouvez pas entreprendre une planification de développement durable si vous n'avez pas la maîtrise de votre propre population, si vous n'en connaissez pas les composants. Donc ça, c'est un besoin réel de la de l'identification. Un autre besoin, c'est que
l'identification est un droit fondamental qui est garanti par les instruments juridiques nationaux et internationaux. Prenez notre Constitution, l'article 50, il est fait obligation à l'État de protéger ses citoyens, où qu'ils se trouvent, au pays ou à l'étranger. Quand vous prenez la Déclaration universelle des droits de l'homme, vous trouverez que de l'identité d'un individu découle pas mal de droits fondamentaux. Si vous n'avez pas une identité, vous n'existez pas. Si vous n'existez pas, vous n'avez pas droit à quoi que ce soit. Voilà pourquoi nous disons que nous venons répondre à ce besoin et nous ajoutons un autre. C'est qu'il est grand temps que la préparation et l'organisation des échéances électorales de notre pays se fasse au prorata des données démographiques actualisées. C'est une obligation qui est faite à la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. Pour le découpage des circonscriptions électorales, pour la répartition de sièges, il faut que tout cela se fasse comme au prorata des données démographiques actualisées. Et les données ne sont actualisées que dans la mesure où il existe un fichier général de la population et que ce fichier est entretenu régulièrement. Il est permanent, il est solide et il est exhaustif. Voilà, entre autres, les raisons pour lesquelles on a mis en place l'Office national d'identification de la population. Merci, professeur. Je passe tout de suite la parole à Feza Mika des Yuan pour ces questions. Hormis le conseil d'administration et le comité de gestion, comment s'organise ou fonctionne l'ONIP? Et puis la deuxième question, nous savons tous que cet office va s'étendre sur toute la République démocratique du Congo. Cela sous-entend des ressources humaines adéquates susceptibles de répondre aux besoins d'identification. D'où proviendra le personnel qui puisse travailler à cet effet? L'Office national d'identification de la population est un établissement public à caractère administratif et technique. Il est placé sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. En quelque sorte, l'ONIP, c'est l'émancipation, pour besoin d'efficacité, de la direction population du ministère de l'Intérieur. Il y a un conseil d'administration, comme tous les établissements publics, parce qu'il y a des règles applicables, des règles générales applicables à tous les établissements publics. Nous avons une direction générale avec, d'abord vous avez le conseil d'administration, vous avez un président du conseil d'administration qui est du métier, Madame Inagossi. Nous avons un administrateur qui représente le ministère de l'Intérieur, un administrateur qui représente l'ANER, un administrateur qui représente la DGM et un administrateur qui représente la direction générale. Donc en fait, les 5 administrateurs de l'ONIP sont nommés S-qualité. Vous demandez, mais Madame Inagos représente qui? Parce que vous n'avez parlé que de 4. La direction générale, c'est moi-même. Donc elle est censée représenter le chef du gouvernement. En dehors du conseil d'administration et de la direction générale, nous aurons les commissaires aux comptes. Donc il y a là 3 organes et que parmi les animateurs, il y a une distinction à faire entre ce qu'on appelle les mandataires actifs et les mandataires non actifs. Donc les mandataires non actifs, c'est le président du conseil d'administration et tous les autres administrateurs. Les mandataires actifs, c'est le directeur général et ses 2 adjoints, ceux qui gèrent au quotidien l'établissement public, donc l'office. Voilà, madame. Donc nous jouissons de l'autonomie administrative et financière, comme tous les établissements publics, et bien sûr, nous sommes vraiment le prolongement de l'administration, et contrairement à d'autres établissements, nous mettons l'accent sur l'aspect administratif et technique. Nous allons devoir nous déployer, je crois que c'était aussi la suite de votre question, sur l'ensemble du territoire national. Nous serons
à Kinshasa, nous serons dans les 26 provinces constitutionnelles, nous serons dans toutes les villes, nous serons dans toutes les communes, nous serons dans tous les groupements et nous serons dans tous les secteurs et chefferies. Nous ferons des navettes et des itinérances dans tous les villages. Ce qui suppose que nous aurons certainement besoin d'un personnel important. Non seulement il y a le personnel de l'administration qui va travailler en collaboration directe avec nous, bien sûr, l'ONIP aura à recruter son propre personnel qui devra bénéficier d'une formation appropriée compte tenu aussi de la technicité de la mission qui est la nôtre. Voilà, madame. Voilà, merci professeur. Je voudrais ici saluer la présence de madame Judith Kissimba Moussumba, qui est justement DGA de l'ONIP, qui est avec nous aux côtés du professeur sur ce plateau. Justement, il paraît que le fonctionnement de l'ONIP pourrait générer 40 000 emplois. Pouvez-vous nous donner les détails à ce sujet et éventuellement la rémunération qui va suivre, parce que j'imagine que vous allez être assailli tout de suite après par des demandes d'emploi. C'est facile à faire. Si nous avons d'abord ne fût-ce qu'un représentant dans un groupement, un seul représentant dans un groupement, nous avons plus ou moins 7000 groupements dans notre pays. J'ai dit un seul représentant. Si nous devons trouver des journaliers, il faut dire ainsi, qui doivent sillonner tous les villages pour aller capturer, enregistrer les données, on n'a pas moins de 60 000 villages dans ce pays. Parce que quand vous parlez de groupement, il faut voir qu'en dessous des groupements, il y a bien sûr des villages. Divisés ne fût-ce que par autant, et ce que nous avons donné là, c'est tout à fait le minimum. Mais ça ne représente pas grand-chose. Ça ne représente pas grand-chose. Certes, nous n'avons pas encore des statistiques fiables. Les projections portent à 72 millions de Congolais. Et les mêmes projections indiquent que sur les 72 millions, plus ou moins 60 millions à 66 millions auraient moins de 50 ans. C'est plus de 90% de la population. Donc c'est une population active à la recherche d'un emploi stable et rémunéré. Si nous pouvons, grâce à l'ONIP, tenter de résorber ce chômage en vous donnant 40 000 emplois, je dis que ce n'est pas beaucoup, mais c'est quand même un pas significatif qui entre justement dans la vision du président de la République de combattre le chômage et particulièrement le chômage des jeunes. Alain Kouka, en tête. Dans les débats politiques, lorsqu'on suit ce débat, on a l'impression que les politiques ont tendance à relier exclusivement ou essentiellement le travail de l'ONIP avec ses échéances. Est-ce que le travail de l'ONIP ne s'arrête que pour donner aux Congolais le droit d'élire ou le droit d'être voté? Ça, c'est ma première préoccupation. Aussi, c'est vrai que c'est un travail colossal que vous allez faire, qui va demander beaucoup de moyens, mais entre-temps, la RDC se prépare à organiser un recensement général de la population, après plus de 20 ans, parce que ça remonte déjà à 1982. Quelle est la nette démarcation entre l'identification et le recensement? Est-ce que vous ne risquerez pas de faire double emploi? Je me demande si elle n'est pas l'une des plus importantes des questions qui me sont posées. Et, mesdames et messieurs de la presse, le droit à l'identification, comme je l'ai dit au début, ou à l'identité d'un individu, n'est pas nécessairement lié aux échéances électorales. Comme je l'ai dit, de ce droit découlent d'autres droits fondamentaux, notamment le droit de voter, c'est-à-dire d'élire, et aussi le droit d'être élu. Mais à l'identification se trouvent rattachés au moins 23 droits fondamentaux de l'individu. Le droit à la nationalité. C'est une question pendante dans notre pays. Comment vous allez exiger la nationalité congolaise
à partir du moment que, juridiquement, nous vous ignorons parce que vous n'avez pas une identité congolaise. Je parle d'abord de la nationalité qui intéresse pas mal de personnes, y compris nos compatriotes qui sont à l'étranger. Au niveau des concertations nationales, il y a eu même des recommandations portant sur l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine. Comment nous allons régler cette question si en amont nous n'avons pas réglé la question de l'identité? Vous avez le droit à la santé. Comment est-ce que nous allons pouvoir respecter ce droit à la santé? Comment nous allons respecter le droit à l'éducation? Comment nous allons garantir votre droit au mariage si on ne règle pas en amont la question d'identité? Je pense que l'univers politique congolais est en train d'être occupé ou dominé par un discours populiste. Nous parlons des choses que nous ne maîtrisons pas, par mauvaise foi ou par ignorance. J'entends même dans ce discours, la question m'est bien posée, on parle de recensement, on parle d'identification, on se demande pourquoi l'ONIP est là, alors qu'il y a déjà l'Institut national des statistiques, pourquoi l'ONIP est là, alors qu'il y a déjà le bureau central du recensement, pourquoi l'ONIP? D'abord, je vous rappelle que l'ONIP a été créé en 2011. Il n'est pas venu répondre aux questions de contingence, à un débat politique quelconque. Créé en 2011. Le contrat que nous avons signé avec les privés pour justement financer les opérations de l'ONIP a été signé en 2011. La question d'identification, du recensement, a été posée pour ceux qui ont suivi l'histoire du dialogue intercongolais. Parce que pourquoi je parle du dialogue intercongolais? Parce que il est à l'origine des options fondatrices de la Troisième République. Vous parlez de la Constitution, vous parlez de limitation de mandat, tout cela sont des choses, ce sont des options qui ont été levées au niveau, à partir du dialogue intercongolais. Déjà à l'époque, je vois il y avait deux résolutions. Une résolution de la commission politique et juridique, je crois que c'est la résolution numéro 3, et une résolution de la commission paix et réconciliation, je crois que c'est la résolution numéro 9, qui conditionnait toute